Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons aborder, comme nous le disions, les différents choix posés par plusieurs pays et la mise en place de leur politique de gestion des déchets radioactifs. Pour en parler avec nous, Peter Lyons, secrétaire adjoint à l'énergie des États-Unis. Bonsoir. I'm going to present everybody. Kenneth Natch, président de l'organisme fédéral de gestion des déchets du Canada. Bonsoir à vous. Bonsoir. Klaus Tegerström, représentant de l'organisme de gestion des déchets en Suède. Bonsoir. Bonsoir. Juhani Vira, représentant de l'organisme finlandais de gestion des déchets. Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Et avec nous aussi Thibault Labalette, directeur du projet CIGEO pour l'Andra. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Jean-Marie Brome, physicien et chercheur de l'Université de Strasbourg, qui restait avec nous. Nous allons donc demander maintenant à chacun de nous raconter la façon dont son pays a pris en compte la problématique des déchets nucléaires, des travaux qui ont été menés et des choix qui ont été posés depuis. Nous allons commencer peut-être par l'expérience américaine. Peter Lyons, si vous voulez bien commencer. Bonsoir, thank you. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité de participer à ce débat public en France concernant un sujet qui traite donc de l'utilisation de l'énergie nucléaire et également de la gestion des déchets et le stockage des combustibles nucléaires usagés. Les États-Unis, comme tous les pays, ont dû relever le défi qui sont liés à la volonté de donner à la population des ressources en électricité qui soient abordables, abondantes et respectueuses de l'environnement. Le président Obama s'est engagé pour la lutte contre les changements climatiques et a pris l'option de réduire de 17% au-dessus des niveaux de 2005 avant 2020 les émissions. Donc cette promesse est claire. Il faut qu'il y ait donc cette réduction. Il y a déjà 60% de l'électricité qui est produite sans génération de carbone aux États-Unis. Donc cette énergie nucléaire joue un rôle important dans l'approche adoptée par le président Obama et bien entendu joue un rôle non négligeable pour réduire la pollution dans le plan d'action contre le changement climatique. Donc nous avons actuellement 5 nouveaux réacteurs commerciaux en construction. Et il y a 4 réacteurs à sécurité passive. Le ministère de l'Énergie contribue également à accélérer la commercialisation de ces réacteurs modulaires avec un programme partagé avec l'industrie. Donc, le nucléaire est fiable et peut contribuer à 20% de la production électrique aux États-Unis. C'est ce qui a été le cas dans les 2 dernières décennies. Nous pensons que cette énergie nucléaire continuera à jouer un rôle important dans l'avenir de notre nation pour la réduction des émissions de carbone. Donc, je vais parler de ce stockage des déchets nucléaires qui ne doit pas simplement s'appuyer sur des solides connaissances scientifiques, mais également aboutir à l'issue d'un processus de concentration. En 82, nous avons eu la loi sur la politique des déchets nucléaires qui a défini une voie scientifique d'explorer différents sites avec différents profils géologiques pour permettre de devenir des lieux de stockage permanent. Et en 87, il y a eu une modification qui a été faite à la loi et qui a simplement mis l'accent sur les possibilités de faire ce stockage dans les montagnes du Yucca au Nevada. Et il y a eu en fait un processus qui n'a pas été suivi de concertation avec les représentativités locales, étatiques, et ce qui a fait qu'il y a eu pas mal de résistance. Et donc, le gouvernement américain a dû accepter de reprendre le combustible usagé en 98 et continue à payer des fournisseurs de l'énergie électrique pour le coût de ces retards. Donc, lorsque le président Obama a pris ses fonctions, on a justement essayé de continuer dans cette voie, mais on s'est aperçu qu'il y avait une protestation publique et que les choses n'avançaient pas. Il a été donc reconnu qu'il fallait qu'il y ait une solution
possible qui soit envisagé et tout travaux concernant ces montagnes de Yoka a été stoppé dans le budget de 2010. Donc en 2010 justement, il y a eu une commission qui s'appelle la commission du ruban bleu qui a été établie et qui rassemble des représentants gouvernementaux, des forces actives, des milieux universitaires et de l'industrie. Et c'est une charte qui vise à faire une étude complète des politiques qui permettent de gérer ces déchets nucléaires. On essaie de voir également des solutions alternatives pour le stockage, le traitement et l'entreposage de ces déchets nucléaires. Et la Commission donc a publié son rapport en 2012. Il y a 8 recommandations clés. Il faut qu'il y ait une approche qui s'appuie sur la concertation afin de choisir le site de ces gestions de déchets nucléaires. Il faut qu'il y ait une nouvelle organisation qui soit entièrement dédiée à la mise au point et la réalisation de ce programme de gestion des déchets nucléaires. Ensuite, troisièmement, il faut qu'il y ait un accès à des fonds qui soient issus donc des contribuables qui sont liés à ces installations nucléaires et qui permettent de la gestion de ces déchets nucléaires. Ensuite, quatrièmement, il faut qu'il y ait des efforts qui soient mis en place pour mettre au point de ces installations de stockage géologique et des efforts qui soient faits rapidement pour avoir ces installations consolidées de stockage. En janvier 2013, l'administration Obama a publié donc une stratégie pour la gestion des déchets nucléaires et des déchets à forte radioactivité qui reprend les programmes et les principes clés de ce rapport de la Commission. Cette stratégie, cette déclaration de stratégie met en place des plans et un programme pour permettre justement d'avoir des installations pilotes d'entreposage provisoire, de faire des progrès pour arriver à définir des sites. Et l'approche qui est adoptée pour déployer ces sites de stockage provisoire ne va pas du tout à l'encontre de disposer de stockage à long terme. Et la stratégie de l'administration s'engage justement à faire avancer à la fois ces installations de stockage provisoire et d'entreposage, de stockage géologique en parallèle. Il faut bien entendu qu'il y ait donc un engagement qui soit fait pour trouver justement ces centres de stockage géologique. Indépendamment du type d'installation que l'on peut trouver ou de leur profil, il faut absolument qu'il y ait une concertation qui constitue la base du succès. Et cette stratégie, donc publiée par l'administration, s'appuie sur ce processus qui reprend cette concertation pour que ce soit un processus transparent, qui soit adaptatif et qui soit techniquement bon, en mettant l'accent, bien entendu, sur la consultation et la coopération. Les expériences qui ont été faites aux États-Unis lors de ce WIP, de ce plan pilote d'installation et de dépôt des déchets pour les déchets transuraniens constituent le seul lieu de stockage mondial opérationnel et qui reprend ces principes. Il y a un certain nombre de programmes qui ont été mis au point. Cette commission du ruban bleu, justement, a demandé l'établissement d'une entité gouvernementale indépendante qui soit focalisée sur ces questions de combustibles usés. Et il faut absolument que cette stratégie de l'administration reprenne les principes du pollueur-payeur et également le principe de recouvrement intégral des coûts, comme ça a été également stipulé par la Commission européenne. Il faut proposer des mécanismes pour avoir accès à ces fonds à l'avenir. Et il y a ces mêmes principes qui ont été repris dans les législations que nous avons en 82 et 87, mais l'accès aux fonds qui ont été recueillis et les réglementations budgétaires sont assez difficiles d'accès.
le gouvernement américain s'efforce de mettre au point une nouvelle voie qui s'éloigne donc de ce qui avait été fait dans ces montagnes du Yucca. Et pour l'instant, on est un petit peu dans l'incertitude. En 2012, le Congrès américain nous a demandé de capitaliser la connaissance que nous avions pour pouvoir comprendre complètement ces différents milieux qui peuvent servir de stockage et les différentes options qui s'offrent à nous pour déterminer les avantages des uns et des autres et essayer d'asseoir les possibilités que nous avons d'aborder ces questions concernant le stockage des combustibles usés. Notre ministère de l'Énergie actuellement mène des activités pour répondre à cette préoccupation. Il essaie d'analyser les caractéristiques des différents milieux géologiques, de mettre au point un projet de plan et une feuille de route pour des stockages dans les couches géologiques profondes. Ensuite, nous voudrions également renforcer les liens que nous avons avec la communauté internationale pour tirer profit de l'expérience qui a été rassemblée par les autres pays lorsqu'ils ont mis en place des solutions de gestion des déchets. Nous avons donc un protocole d'accord avec l'ANDRA pour permettre une collaboration. Je voudrais vous remercier de cette invitation qui nous permet de participer au débat public sur cette question d'une importance critique au niveau international pour traiter donc de la gestion des déchets radioactifs. Et nous sommes attentifs à ce qui a été démarré ici en France et nous avons également à cœur de vouloir établir une concertation politique publique pour arriver à trouver des solutions spécifiques. Je suis prêt à répondre aux questions que vous pourriez avoir. À nos autres amis étrangers qui sont venus sur ce plateau, une première question pour vous, Peter Lyons, une question de Zulu Victor. Pourquoi les États-Unis, qui constituent un des premiers pays nucléarisés au monde avec 104 centrales nucléaires, mettent-ils autant de temps à s'investir dans le stockage géologique des déchets nucléaires? Peter Lyons. Well, first, we recognize D'abord, nous considérons qu'il faut qu'il y ait une solution à long terme pour ces résidus nucléaires. C'est quelque chose qui a été déjà examiné par l'Académie des sciences il y a plusieurs décennies. On est arrivé à différentes solutions, dont ce stockage en couche profonde. Donc, c'est vrai qu'il y a 104 centrales qui sont en fonctionnement et on considère qu'il est important pour notre génération de traiter ce problème, essayer d'aller dans le sens de ces stockages géologiques en couche profonde. Qui porte aussi, qui interpelle, qui prend en compte les États-Unis, un benchmark est-il envisagé avec les États-Unis dont le projet de Yucca Mountain a été repoussé au-delà de 2020? C'est Cyril Croc qui nous envoie cette question par Internet. Qui est-ce qui veut bien répondre à cette question? Thibault Lavalette, pour l'ANDRA, vous répondez à ce benchmark, cette question du benchmark, est-ce qu'on peut dire la comparaison? Oui, alors effectivement, ça fait partie des travaux que nous avons avec nos homologues étrangers, c'est de partager des éléments de retour d'expérience, non seulement sur le plan scientifique, mais également sur le plan technique. Et de ce point de vue-là, les États-Unis sont un bon exemple pour nous, puisqu'ils exploitent depuis une quinzaine d'années un centre de stockage à 500 mètres de profondeur, dans une roche qui est différente de la nôtre. Il s'agit du sel, alors que nous étudions un stockage dans l'argile. Mais nos ingénieurs échangent régulièrement avec les ingénieurs du WIP pour partager sur les techniques de mise en stockage, sur les retours d'expérience qui sont acquis. Et on fait de même avec nos autres homologues. Alors, je vous propose de continuer, dès que la traduction sera terminée, notre tour d'horizon sur les pays invités à ce débat, peut-être avec la situation au Canada. Avec vous, Kenneth Nash, vous représentez l'organisme fédéral canadien de gestion des déchets radioactifs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la situation que vous avez au Canada en ce moment? Kenneth Nash. Yeah, thank you. Yeah, thank you.
merci de me donner l'occasion de participer à cette réunion. Le Canada a pratiquement 1500 fûts de stockés dans des emplacements sûrs. En 1980, nous avons démarré justement l'étude de ces stockages. En 1989, on a renvoyé cette idée à l'examen d'un panel et c'est en 1998, donc pratiquement 10 ans après, qu'il y a eu des conclusions qui ont été obtenues. Donc, ce stockage en couche profonde a été considéré comme une option. En 2002, le gouvernement a mis en place une loi sur la gestion des déchets. On considérait que c'était pour mettre en place une gestion à long terme des déchets. On a passé 3 ans à dialoguer avec les Canadiens sur différentes provinces. On a mis en place environ 120 sessions d'information avec la population. Les Canadiens nous ont dit que, bien entendu, la sûreté et la sécurité, c'était les aspects les plus importants. Et cette génération, notre génération, doit être responsable des déchets que l'on a créés. Donc, ces solutions doivent être adaptables. Et en 2005, nous avons fait une recommandation au gouvernement fédéral et pour une gestion de ces déchets à long terme. Ça comprend 2 volets. On a donc un isolement de ces déchets et puis un stockage en couche profonde, et on peut éventuellement donc récupérer ses besoins. Et nous avons aussi besoin d'une certaine souplesse au niveau de la mise en place en fonction des décisions prises. Il faut qu'il y ait un processus qui soit inclusif, qui permette de refléter un engagement soutenu vis-à-vis de la population et en fonction des responsabilités prises. La recommandation que nous avons faite a été acceptée en 2007 et en 2008 et en 2009. Nous avons démarré un processus de sélection de choix des sites transparent et ça a été mis en place, terminé en 2010. Bien entendu, la communauté a été impliquée dans ce processus. On a 21 communautés qui ont été impliquées pour la sélection de ces sites. Il y a 9 étapes. Donc, on pense que probablement en 2035, on aura un certain nombre de ces sites de stockage qui seront opérationnels au Canada. Merci. Chercheur, j'ai vu que vous vouliez réagir à plusieurs reprises, peut-être. Je vous donne un peu plus longuement la parole. Non, je ne vais pas réagir maintenant. Je vais attendre que l'ensemble des orateurs se soient exprimés. Il y a juste une question. J'aimerais bien une précision. Enfin, que je connais la réponse. Jusqu'à présent, aux États-Unis comme au Canada, il n'est pas envisagé de retraitement du combustible irradié. Et la deuxième chose, c'est que quel que soit le système de stockage, il est bien clair que dans ces 2 pays, ça a été précisé pour le Canada, ça doit être entièrement réversible, même sur le long terme. Alors nous allons continuer, avant que vous ne réagissiez à nouveau, peut-être notre tour d'horizon avec la Suède. Claus Triggerström, vous êtes représentant de l'organisme de gestion des déchets en Suède. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi où en est l'état de la décision dans le pays, de l'avancée des travaux en cours? Oui, madame, et je vais... J'espère que ça va aller. D'abord, la Suède est un pays de 9 millions d'habitants et depuis à peu près 30 ans, nous avons entre 40 et 50% de notre électricité de source nucléaire. Et probablement, ça va durer encore quelques décennies. Après ça, personne ne sait le futur
du nucléaire dans notre pays. Notre société suédoise de la gestion des déchets radioactifs et des combustibles UC a une seule tâche, c'est de prendre soin des déchets dans une façon aussi sûre que possible. Notre travail a commencé dans les années 70 avec un programme focalisé et bien financé. D'abord, dans l'année 88, on a construit et pris en opération un stockage souterrain pour des déchets de faible et moyenne activité. Donc là, on a maintenant presque 20 ans d'expérience de ce stockage-là. C'est à profondeur de 50 mètres. Puis, pendant ces années, on a construit un laboratoire souterrain qui est en opération depuis 20 ans. On a des expériences, des recherches, souvent en coopération avec d'autres organismes internationaux. Et notre travail se focalise depuis le début sur un concept appelé KBS3, avec des conteneurs en cuivre pour les combustibles. En Suède, on n'a pas choisi le retraitement des combustibles, donc les combustibles seront stockés directement en profondeur. Des conteneurs en cuivre entourés par de la bentonite, et le stockage profond est prévu dans notre roche cristalline à peu près 500 mètres de profondeur. Le choix de site, après un long processus de consultation, de dialogue avec tous les parties concernées, a été fait en 2009 dans la commune de Östhammar. Et c'est là qu'on veut construire notre stockage profond. Donc ce choix de cette commune et ce site à Östhammar a été fait en 2009. 2 ans après, on a présenté le DAC, la demande de construction, autorisation de construction, donc 2011. Donc on est entré depuis 2 ans maintenant dans le processus d'avoir tous les permis nécessaires, le permis des autorités de sûreté, le permis de la Cour d'environnement, et puis il nous faut 3 décisions ou 2 décisions pour le stockage profond politique. La décision de la commune, la municipalité de Östhammar, 25 000 personnes habitent dans cette commune-là. Donc les communes suédoises sont un peu plus grandes que les communes en France, probablement. Et naturellement, la décision du gouvernement. Donc il y a tous ces parties qui sont en train de regarder notre DAC en détail pour prendre leurs décisions. Probablement, nous espérons qu'on pouvait commencer la construction en 2017. Et pour finir, donc on est vraiment dans le processus en étape qu'on a dit avant d'avancer vers la réalisation d'un stockage profond dans notre pays. Et pour l'acceptation publique, pour le moment et depuis plusieurs années, on a la situation qu'à peu près 80% de la population de la commune Östhammar sont favorables à ce stockage profond. Et donc, naturellement, il faut la garder, cette confiance, en utilisant nos méthodes de transparence, de dialogue et de discussion avec tous les partis qui s'intéressent à ce sujet. Voilà la situation en Suède. Jean-Marie Brom voulait répondre. Juste une petite question. Pouvez-vous me préciser, le laboratoire que vous avez, qui a une expérience de 20 ans, est situé au même endroit que ce futur stockage des déchets? Le laboratoire est situé à Oskarshamn, qui est dans une autre commune dans notre pays, mais dans le même type de roche cristalline, parce que c'est une similaire roche presque partout dans notre pays. Merci beaucoup.
Une question qui nous arrive justement sur la Suède via Twitter, une question du réseau des écologistes socialistes pour la sortie des énergies carbonées. L'expérience de la Suède peut-elle représenter un modèle sur certains aspects? Qu'est-ce qui veut intervenir là-dessus? Monsieur Lyons, Monsieur Vira, est-ce que cette expérience suédoise vous inspire, peut être un modèle? La France, l'Andra, Thibault Labalette pour l'Andra. Oui, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a beaucoup de points de similitude entre l'approche qui a été mise en Suède et l'approche qui a été mise en France. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit qu'il y a de nombreux pays qui se tournent vers la solution du stockage, qui viennent voir ces deux pays pour voir un petit peu comment est-ce qu'on a organisé les recherches et comment est-ce qu'on a organisé le dialogue. Pour ne prendre qu'un seul exemple, donc M. Tegerström a bien expliqué que les Suédois sont un petit peu en avance par rapport à nous, puisqu'ils ont déjà déposé leur demande d'autorisation de création, que nous ne prévoyons de déposer qu'à l'horizon 2015. Mais nous avons exactement le même cadre d'instruction qui s'appliquera ensuite dans le contexte français, avec non seulement un avis des évaluateurs, des autorités de sûreté, de la Commission nationale d'évaluation qui a été mise en place par le Parlement, mais également une consultation des collectivités territoriales. En France, il y aura même une loi qui définira les conditions de réversibilité. Et on est donc parfaitement cohérent avec ce qui se fait dans d'autres pays, avec une approche par étape, et à chaque étape, un processus qui est rythmé par la possibilité pour toutes les parties prenantes de donner leur avis avant que la décision de franchir cette étape soit prise. Jean-Marie Brom, après nous donnons la parole à Peter Lyons. Jean-Marie Brom. Non, écoutez, faut être sérieux. On est là en train de parler non plus d'un problème technique, mais d'un problème clairement politique. Et vous voyez quand même les trois exemples, USA, Canada, Suède, où il y a eu une décision prise. Nous allons vers un stockage souterrain. Très bien. Aux États-Unis, on a tenté d'imposer le lieu. Refus démocratique, parce que ça allait trop vite, ça allait trop loin, etc. Jusqu'à présent, ça a toujours buté là-dessus. En Suède, on étudie les capacités techniques de le faire, puis on cherche un endroit adapté. En France, ne venez pas me faire dire que c'était démocratique, vous n'êtes que l'Andra, d'accord, mais quand même, on a commencé par définir en 91 qu'on va étudier différentes pistes. Et on a identifié un endroit possible. La loi prévoyait d'étudier le stockage sous formation granite et sous formation argileuse. Seul un laboratoire d'argile a vu le jour, à Bure, et comme par hasard, on n'a pas donné le choix. Aujourd'hui, ce n'est pas un débat qu'on a, c'est ou Bure ou rien du tout. Et pour bien faire passer les choses, je doute que les Suédois aient fait pareil ou que nos amis américains aient fait pareil. Eh bien, ce laboratoire, qui n'est qu'un laboratoire aujourd'hui à Bure, est le seul laboratoire de France qui paye des royalties aux communautés et aux collectivités. Mon labo ne paye pas de taxes professionnelles ou autres. Ce labo paye. Autrement dit, je suis navré, et ça n'est rien contre l'Andra. En France, on a choisi de passer en force et d'acheter les consciences. Il faut être clair. Une réponse le plus rapide possible de Thibault Labalette de l'Andra. Alors, je voudrais bien répondre à M. Brom sur ce point, parce que bien évidemment, je ne partage pas entièrement ce qui vient d'être dit. Le premier point, c'est rappeler qu'en France, tous les travaux que mène l'Andra sont cadrés par une loi. Il y a une première loi en 1991 qui, effectivement, a identifié différentes pistes et nous a demandé de mener des recherches sur les possibilités de réaliser un centre de stockage en couche géologique profonde. Dans ce cadre-là, il y a eu un appel à candidature auprès de différents territoires pour étudier ces possibilités. Et les recherches se sont orientées en France vers l'argile et le granit, puisque c'était les deux types de milieux géologiques sur lesquels on a pu réaliser des investigations géologiques. Il faut rappeler qu'en 1996, l'Andra a déposé la demande de création de 3 laboratoires souterrains en France qui, encore une fois, ont été évalués par nos évaluateurs scientifiques, par nos évaluateurs de sûreté. Il y a eu un dialogue avec les acteurs locaux qui ont conduit le gouvernement, en 1998, à prendre la décision de construire un laboratoire souterrain à Bure pour nous permettre d'étudier cette couche d'argile dont nous parlons aujourd'hui. Il faut savoir que l'Andra, ensuite, a poursuivi son travail sur le granit, même si nous n'avons pas eu l'opportunité de construire le laboratoire pour des raisons scientifiques, car les sites qui avaient été identifiés ne présentaient pas les caractéristiques requises selon nos évaluateurs scientifiques pour implémenter un possible centre de stockage. Et donc en 2005, l'Andra a remis 2 dossiers, un dossier 2005 argile qui se fondait sur les recherches menées au laboratoire de Bure, et un deuxième dossier qui concernait le granit, qui s'appuyait notamment sur les coopérations internationales avec les Suédois, les Finlandais et les Canadiens.
Après, juste un petit mot sur l'accompagnement économique. Ce sera un sujet peut-être qu'on pourra aborder au travers des autres expériences dans les pays, pour rappeler que ce qui est fait en France est cadré par le Parlement. Et donc, ce sont des mesures qui sont mises en place pour accompagner, pour que le territoire puisse accompagner l'implémentation d'un laboratoire, puis éventuellement d'un centre de stockage s'il est réalisé. Il faut savoir que pour ce type d'infrastructure, on a besoin de faire des routes, on a besoin de préparer l'accueil du territoire aux personnels qui vont venir travailler sur le site. Et donc, tout ça, ça se prépare, ça s'anticipe. Et c'est l'une des missions des fonds d'accompagnement qui ont été mis en place par le Parlement. Depuis combien de temps vous payez et depuis combien de temps les routes ont été faites? Je vais à Bure de temps en temps, il n'y a pas de nouvelles routes. Typiquement, la route que vous empruntez pour aller au laboratoire de Bure est une route qui a été refaite pour accueillir le laboratoire. Il y a très longtemps alors. Alors, on va redonner la parole à Peter Lyons pour les États-Unis qui voulait réagir. Alors, je ne sais plus où est-ce que vous vouliez réagir maintenant. Est-ce que c'est l'exemple suédois qui vous donne envie de réagir? Est-ce que c'est la recherche d'un vrai consensus politique? Chez vous, comme en Suède, on a beaucoup entendu dire on a besoin d'une concertation large, tribale, personnelle, tout. Qu'est-ce que vous aviez à nous dire? I wanted to respond to both, if I... Je voulais répondre aux 2 points, si je me permets. Oui, nous avons aux États-Unis une approche basée sur le consensus. Nous connaissons les exemples d'autres pays, nous apprécions leur expérience, mais juste le WIPP pour l'isolement des déchets et le stockage des déchets connaît le plus grand niveau de consensus à présent parmi les populations locales et l'État de la Nouvelle-Mexique. Donc je pense que c'est un exemple excellent du succès de la consultation aux États-Unis. Quant aux exemples de nos collègues d'autres pays, l'exemple suédois nous a été extrêmement important. J'ai visité votre laboratoire au moins 2-3 fois. J'ai visité votre nouvelle installation et j'ai parlé avec la Commission européenne qui fournit des conseils à notre pays. Et on a apprécié l'accueil dans les installations en Suède. Nous avons des accords de coopération avec la Suède afin de bénéficier de vos expériences dans le domaine de la géologie granitique. Je ne sais pas ce que seront les conclusions géologiques, mais selon les conclusions, nous aurons des accords de coopération avec la Suède et la Finlande. Si nous choisissons l'argile, nous aurons des accords de coopération avec la France. Si c'est le sel, nous avons des accords avec l'Allemagne et nous avons une grande réserve de connaissances en utilisant le WIPP comme base. Tout cela peut contribuer à une approche basée sur le consensus ainsi que basée sur la science. Je voudrais maintenant donner la parole à la Finlande par la voix de Juhani Vira, qui va nous expliquer un petit peu de la même façon quelles sont les réalités de son pays. Je rappelle que vous êtes représentant de l'organisme finlandais de gestion des déchets. Merci. En décembre de l'année dernière, nous avons présenté une demande de construction d'une installation intégrée pour le stockage des combustibles usés à proximité d'une centrale nucléaire existante. La revue devrait prendre 2 ans et nous devrions avoir l'autorisation en 2015. Et si tout se déroule comme prévu, par la suite, nous pourrions avoir une autorisation d'exploitation vers 2020, ce qui pourrait vouloir dire un stockage des combustibles usés d'ici environ dans le début des années 2020. Ce qui pourrait être le premier stockage de déchets à haute activité dans le monde. Bien sûr, avant la présentation de notre demande l'année dernière, il y a eu beaucoup de travaux, notamment une décision très importante préalable, une décision politique, je veux dire. Nous avons débuté le programme dans le début des années 80. Une décision très importante a été prise alors par le gouvernement finlandais et qui établissait des délais pour la gestion des déchets radioactifs en Finlande. Et nous suivons à peu près le même programme, la même échelle de temps qui a été établie au début des années 80, avec quelques changements mineurs. Nous avons commencé par un processus de sélection de sites. Quant au concept technique, nous avons la position
chanceuse en Finlande que nous avons pu appliquer le même concept que celui qui avait déjà été développé en Suède. Donc nous nous sommes servis de leur expérience. Et je dois dire que dans les premières années de nos enquêtes, nous nous sommes concentrés tout à fait sur le processus d'investigation et de choix des sites. En 1997, nous avons sélectionné 5 sites candidats pour les analyses géologiques poussées. Et en 1999, nous avons eu 4 sites candidats qui nous ont servi à la sélection finale. Nous avons choisi ce site près d'un centre, d'une installation nucléaire existante dans l'ouest de la Finlande. Et 2 ans plus tard, en 2001, le gouvernement finlandais, en 2000, le gouvernement a pour la première fois pris une décision en faveur de ce site. Et en 2001, le Parlement finlandais a voté sur la décision, le choix de ce site. C'était une décision de principe, donc une autorisation plus générale. Le vote a été quasiment unanime de 159 pour et 3 contre, 37 abstentions. Donc je pense que le résultat nous a été très favorable, ce qui a voulu dire que nous avons pu continuer le développement, poursuivre le développement de ce projet de stockage selon le concept KBS3. Nous avons pu analyser le site davantage et cela a voulu dire, bien sûr, que nous avons un soutien politique très important. La décision nous a permis également de commencer la construction d'une installation souterraine à Kiloto qui a été mise en exploitation en 2004. Maintenant que cette installation a été complètement construite pour la caractérisation souterraine, nous avons conduit des travaux de caractérisation en parallèle avec les activités de construction, avec de nombreux essais à long terme en cours. Nous allons commencer bientôt un programme de démonstration pour démontrer toutes les technologies nécessaires à la mise en œuvre du dispositif final, de stockage final, ce qui sera le défi dans les années à venir. Donc pourquoi on demande, ce serait un pays aussi petit que la Finlande qui commencerait avec le stockage des déchets radioactifs. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais il se trouve que c'est le cas. Et pour ça, il y a 2 raisons. Déjà, le processus de choix de site qui a été lancé dans le début des années 80, nous avons eu un processus systématique, étape par étape, dès le départ, sans chercher à brûler des étapes, et cela nous a permis de progresser. Ensuite, il y a bien sûr la coopération internationale. Nous en devons beaucoup à notre voisin suédois avec ce KSB et le fait que les roches sont similaires dans nos 2 pays a été un facteur important dans notre succès jusqu'à présent. Bien sûr, nous avons également coopéré avec d'autres pays, ainsi que l'ANDRA. Nous avons un accord bilatéral avec l'ANDRA pour la coopération. Et de nos jours, nous sommes également impliqués tout à fait dans la plateforme technologique de la mise en œuvre du stockage géologique. Donc, je dois dire que la coopération internationale a été absolument essentielle à nos progrès. Merci. À moins que quelqu'un veuille réagir, je vais poser tout de suite une question. Non, pas de réaction pour l'instant. Alors, justement, à propos